Entre-deux cœurs. Dans le tumulte de ma vie, j'ai été confrontée à un dilemme déchirant. Choisir entre deux femmes. Encore aujourd'hui, les échos de ce choix résonnent en moi, m'assaillant de doutes. Je me demande souvent si j'ai pris la bonne décision, si le chemin que j'ai emprunté était le meilleur. Laissez-moi vous plonger dans les méandres de cette épreuve, vous dévoiler les tourments qui ont précipité ce dilemme déchirant. Je suis Sylvain. En 1989, une rencontre a bouleversé ma vie, celle de Sonia, croisée au lycée. Moi, en terminale, elle, fraîchement arrivée en seconde. Dès les premiers instants, sa joie de vivre et son humour ont captivé mon cœur. Rapidement, je me suis retrouvée ensorcelée par son charme. Notre histoire a débuté alors, ponctuée de week-ends partagés et de moments complices au lycée. Par la suite, malgré l'éloignement causé par mes études supérieures, nous nous sommes promis fidélité, conscients des défis que la distance imposerait. À cette époque, les smartphones n'existaient pas et nos appels hebdomadaires étaient limités par le coût des communications. Après 2 années d'efforts, j'ai décroché un BTS et décidé de quitter les études pour trouver un emploi, désireux de consacrer plus de temps à Sonia. De retour chez moi, j'ai rapidement trouvé un travail décent pour un débutant. Quant à Sonia, elle avait interrompu ses études après avoir raté son bac, optant pour une formation courte afin de se lancer dans la vie active. Parfois, je la récupérais à son centre de formation pour partager un dîner en amoureux. Notre amour n'avait pas faibli, toujours aussi fort, aussi vibrant. Les week-ends, je me rendais souvent chez elle, accueillie chaleureusement par ses parents. Avec Sonia, nous rêvions de mariage, de construire notre avenir ensemble, bâtissant des plans pour une vie à 2. Un jour, Sonia m'a proposé de l'accompagner pour rendre visite à sa grand-mère nouvellement installée en ville après le décès de son grand-père. Ce jour-là, nous nous sommes rendus dans le petit appartement où résidait cette dame âgée, encore pleine de vitalité malgré les années. Son accueil chaleureux, marqué par un sourire bienveillant, m'a immédiatement touchée. En nous offrant à boire, elle a manifesté un vif intérêt pour ma vie, ma famille, mes origines. Plus je partageais d'informations, plus elle semblait vouloir creuser, posant question sur question. Puis, quand elle m'a interrogé sur le nom de mon grand-père décédé, un silence pesant s'est installé. Après un moment, elle a finalement brisé le mutisme pour me confier un secret lourd de conséquences. Elle m'a révélé que je devais cesser de fréquenter Sonia, sa petite fille bien-aimée. Son récit m'a révélé une vérité amère. Nos grands-pères se connaissaient, mais étaient en proie à une animosité tenace, causée par une accusation injuste ayant envoyé l'un d'eux en prison. Depuis lors, une haine tenace avait empoisonné leur relation. Les mots de la grand-mère de Sonia résonnaient en moi, lourds de vérité et de douleur. Elle m'a encouragée à chercher davantage d'explications auprès de mon père. Les paroles de la grand-mère de Sonia, bien que Sonia elle-même m'ait demandé de les ignorer, ont semé le doute en moi. Incapable de trouver la paix intérieure, j'ai finalement décidé de confronter mon père, partageant avec lui le récit troublant qui m'avait été confié. Sa confirmation m'a plongé dans un océan d'émotions contradictoires. La vérité sur les actes passés de mon grand-père était dure à accepter, mais mon père a souligné que ces événements ne devraient pas influencer notre génération. Pourtant, les jours suivants, un vent glacial soufflait sur ma relation avec Sonia. L'accueil chaleureux de sa mère s'était mué en froideur, et elle m'a soudainement intimé de rompre avec Sonia. Elle m'a révélé qu'elle aurait refusé catégoriquement cette relation si elle avait su qui était mon grand-père. Mes tentatives pour expliquer que je ne devrais pas être jugée sur les erreurs du passé ont été vaines. Pour elle, cela ne changeait rien. Un mariage entre Sonia et moi ne serait jamais envisageable. Depuis cet épisode déchirant, chaque rencontre avec Sonia était devenue un défi. Sa mère omniprésente surveillait chacun de ses mouvements, l'empêchant de répondre à mes appels téléphoniques. Les barrières dressées entre nous semblaient insurmontables et le poids des non-dits et des secrets familiaux pesait lourdement sur notre amour. Après quelques semaines de souffrance, tant pour Sonia que pour moi, la situation devenait tout simplement intenable. Un matin, profitant de l'absence de ses parents, j'ai réussi à avoir Sonia au téléphone. Les mots sortaient de ma bouche, empreints de désespoir et de détermination. Si elle m'aimait vraiment, je lui ai dit qu'elle devait partir vivre avec moi. Un lieu de rendez-vous a été fixé pour ce jour-là. Après une journée de travail angoissante, je me suis rendue au lieu convenu, priant pour sa présence. 1 heure entière s'est écoulée dans l'attente, mon cœur lourd de doutes et de craintes. Mes yeux se sont embués de larmes, tandis que je me préparais à partir, mais soudain, une silhouette familière se dessinait à l'horizon. Mon cœur a bondi dans ma poitrine à cette vue, et un éclat de joie a illuminé mes yeux fatigués.
Quand elle est montée dans la voiture, l'espoir s'est ravivé en moi. Je lui ai posé la question cruciale, si elle était prête à affronter le monde avec moi malgré l'opposition de ses parents. Elle s'est nichée dans mes bras, chuchotant un oui sincère, assurant qu'elle avait pris sa décision après une longue réflexion, qu'elle ne pouvait pas envisager sa vie sans moi. De retour chez mes parents, j'ai exposé notre situation avec conviction. Nous nous aimions trop pour nous laisser abattre, pour céder aux obstacles. J'ai demandé à mes parents de nous accueillir temporairement le temps que je trouve un logement. Leur réponse, empreinte de chaleur et de soutien, a apaisé mes craintes. Ils ont accueilli Sonia à bras ouverts, comprenant que notre amour était plus fort que toutes les barrières dressées devant nous. Après la disparition soudaine de Sonia, une angoisse poignante s'est emparée de sa famille, qui s'est lancée dans une quête désespérée pour la retrouver. Au petit matin suivant, leurs visages désemparés se sont présentés à notre porte. Mes propres parents, pris au dépourvu, ont dû leur annoncer que Sonia se trouvait bel et bien chez nous. Ses parents ont alors exigé de la voir, menaçant de recourir à la police si nécessaire. Sonia est sortie les affronter. Elle a défendu son choix avec une fermeté teintée de tristesse, affirmant sa volonté de rester avec moi malgré les désaccords familiaux. Ces paroles ont provoqué la fureur de ses parents, impuissants devant sa détermination. Dans un mélange de rage et de résignation, sa mère lui a lancé un ultimatum cruel, faire ce qu'elle voulait, mais au prix de son exclusion de la famille. Puis, ils sont partis, laissant Sonia submergée par des larmes brûlantes. Dans les jours qui ont suivi, alors que nous tentions de reconstruire notre futur, j'ai entrepris les démarches pour trouver un logement, déposant dossier après dossier, cherchant un refuge pour notre amour. Pendant ce temps, Sonia a continué sa formation. Chaque matin, je l'accompagnais jusqu'à son centre. Après 3 mois, Sonia a découvert qu'elle était enceinte. Nous n'étions pas préparés à cette nouvelle, mais malgré les défis qui se profilaient à l'horizon, une vague de bonheur indescriptible nous a submergés. Mes parents, soucieux de notre bien-être, nous ont conseillé de ne pas nous précipiter pour trouver un logement, mais de rester chez eux, au moins, jusqu'à la naissance de notre bébé. Vers son 4e mois de grossesse, Sonia, ayant achevé sa formation, a décidé de rester à la maison, veillant sur notre futur miracle jusqu'à son arrivée dans ce monde. Un soir, ma mère m'a pris à part, son regard chargé d'inquiétude. Elle m'a confié ses observations. Sonia passait de plus en plus de temps au téléphone, des conversations qui semblaient raviver des souvenirs enfouis. Quand j'ai confronté Sonia à ce sujet, elle m'a avoué que sa mère l'avait contactée après avoir appris sa grossesse et qu'elles entretenaient désormais une relation téléphonique régulière. Pourtant, malgré ses assurances que tout allait bien, ses yeux rougis par les larmes trahissaient ses émotions après chaque appel avec sa mère. J'ai tenté de la réconforter, mais elle a simplement expliqué que sa famille lui manquait, sans dévoiler plus de détails sur ses tourments intérieurs. Un soir, alors que nous étions blottis l'un contre l'autre, dans l'intimité de notre chambre, elle m'a murmuré d'une voix brisée par la tristesse. « Sylvain, et si un jour, nous ne pouvions pas être ensemble ni nous marier ?» Mes bras l'ont serré plus fort, ma voix s'élevant pour lui offrir réconfort et certitude. Nous attendions déjà un enfant, et après sa naissance, nous nous marierions. Rien, ni personne, ne pourrait nous en empêcher. Un matin, au cours de son 5e mois de grossesse, je l'ai embrassé tendrement, comme à mon habitude, avant de partir travailler. Ces moments étaient une bouffée d'amour quotidienne, un rituel réconfortant dans notre vie en perpétuelle mutation. Je prenais l'habitude de l'appeler 2 à 3 fois dans la journée pour prendre de ses nouvelles, pour m'assurer que tout allait bien. Tout semblait être dans l'ordre. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, l'absence de Sonia pesait lourdement sur mes épaules. Mes parents m'ont informé qu'elle était sortie prendre l'air, mais à l'heure du dîner, elle n'était toujours pas de retour. L'inquiétude grandissait en moi à mesure que les minutes s'écoulaient, et mon père m'a recommandé d'appeler ses parents avant de contacter la police. Lorsque j'ai finalement eu son père au téléphone, le choc a été brutal. Il m'a annoncé que Sonia avait décidé de rester chez eux, qu'elle ne reviendrait plus avec moi. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Une confusion et une douleur indescriptible m'envahissaient. Pourquoi agissait-elle ainsi? Je me sentais totalement désemparée, incapable de comprendre ses motivations. Le week-end suivant, ma famille et moi, pétris d'incompréhension et de chagrin, nous sommes rendus chez eux, dans l'espoir de trouver des réponses. Mais Sonia, barricadée dans sa chambre, refusait de me faire face. Ses parents ont alors révélé la cruelle vérité. Sonia ne voulait plus se marier avec moi. Quant au bébé, il se chargerait de son futur, sans demander de pension alimentaire après sa naissance.
La douleur m'a transpercée. Des larmes de désespoir ont noyé mes joues. Je me suis agenouillée, suppliant ses parents de me laisser lui parler, de comprendre ses choix, mais ils nous ont simplement claqué la porte au nez. Je ne voulais pas rentrer sans elle, sans celle que j'aimais de tout mon être. Mon frère et mon père ont dû me traîner jusqu'à la voiture, me ramenant à la maison dans un silence pesant, où l'absence de Sonia pesait comme un fardeau insupportable. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar sans fin. J'ai tenté de composer son numéro, mais en vain. Ses parents avaient fait changer leur numéro de téléphone, me coupant ainsi de toute possibilité de la joindre. Chaque jour, un peu plus, je m'enfonçais dans un abîme de désespoir, incapable même de me rendre au travail. L'angoisse et la tristesse m'envahissaient, m'immergeant dans une dépression profonde. Mes parents, désemparés devant mon état, ont appelé mon frère et ma sœur à la rescousse, espérant qu'ils puissent me consoler et veiller sur moi pour m'empêcher de sombrer davantage. Je me suis retrouvée clouée au lit, chaque minute semblant éternelle, chaque respiration un effort surhumain. La douleur de l'abandon était un poids insupportable, écrasant mon cœur déjà meurtri. Sonia me manquait tellement, son absence pesait sur moi comme un fardeau oppressant. Sans elle, la vie semblait dénuée de sens, vide de toute raison d'être. Les jours se succédaient, tous semblables dans leur grisaille, et j'ai fini par perdre mon emploi, entraîné par le tourbillon destructeur de ma détresse. Un soir, alors que l'obscurité enveloppait ma chambre, mon père est entré, incapable de supporter plus longtemps de me voir sombrer dans cette dépression. Son visage trahissait une colère mêlée de désespoir, alors qu'il a commencé à me crier dessus, ces mots martelant mon esprit déjà tourmenté. « Sylvain, es-tu un homme ou pas? Tu ne vas tout de même pas te laisser mourir pour une seule femme? Si elle est partie, c'est qu'elle ne t'aime pas assez. Elle n'est pas la seule sur terre. Il y en a plein d'autres. Arrête de te morfondre. Je t'emmènerai rencontrer d'autres femmes pour apaiser ton cœur. » Sur le moment, j'ai attribué ces paroles à la colère et à l'impuissance face à ma souffrance. Mais lorsque le week-end est arrivé, il a pris les choses en main. Il m'a forcé à me lever, une action qui semblait insurmontable dans mon état, et il m'a emmené chez une cousine éloignée, vivant à plus de 2 heures de chez nous. Dans ma douleur, j'ai perçu cette initiative comme une tentative désespérée de trouver un baume pour mon cœur brisé, même si au fond de moi, je savais que rien ne pourrait remplacer le vide laissé par l'absence de Sonia. Lorsque nous sommes arrivés chez ma cousine, déjà informée de ma situation, elle nous a accueillis avec une chaleur réconfortante et nous a conviés à partager un repas en famille. Tous ont tenté de me remonter le moral, de chasser, ne serait-ce qu'un instant, les ténèbres qui obscurcissaient mon esprit. En début d'après-midi, ma cousine a fait venir sa nièce pour me la présenter. Andrea venait tout juste de terminer ses études brillamment et cherchait activement un emploi. À sa vue, je n'ai pu réprimer une certaine surprise devant sa beauté rayonnante. Après les présentations, elle a entamé la conversation, percevant sans doute mon malaise. Avec une douceur rassurante, elle m'a confié qu'elle n'était pas là pour susciter un quelconque intérêt romantique, mais simplement pour m'apporter un peu de réconfort dans cette période difficile, une main tendue dans l'obscurité de mes tourments. Elle a alors insisté pour me faire découvrir la ville, une proposition que j'ai fini par accepter, poussée par les encouragements de mon père. Au cours de notre balade, Andrea a su illuminer le chemin de son sourire et de sa conversation captivante. Lorsque la question de son statut amoureux est venue sur le tapis, elle m'a souri avec une tendresse délicate, avouant qu'elle avait toujours privilégié ses études au détriment des relations sentimentales. Parfois, les souvenirs de Sonia m'assaillaient, rendant mon cœur plus lourd encore. Andrea, remarquant mon air sombre, a pris la parole avec une compassion sincère. « Ta fiancée doit te manquer, surtout maintenant qu'elle s'apprête à donner naissance à ton enfant. » J'ai confié mes tourments à Andrea, lui avouant que Sonia me manquait, mais que j'avais dû accepter la dure réalité de notre rupture face à l'hostilité de sa famille. Andrea m'a regardé avec empathie, murmurant des mots de réconfort. « Sylvain, ne perds pas espoir. Peut-être que Sonia n'est tout simplement pas celle qui t'est destinée. Laisse ton cœur s'ouvrir à d'autres possibilités. » Au fil de notre échange, je me suis surpris à apprécier sa compagnie de plus en plus. Son empathie et sa compréhension m'ont touché au plus profond de mon être. Avant de quitter la ville pour rentrer chez nous, j'ai demandé son numéro de téléphone, dans l'espoir de continuer à échanger avec elle. Avec une gentillesse sincère, elle m'a révélé qu'elle me trouvait vraiment sympathique et qu'elle serait heureuse de m'aider à surmonter cette épreuve, voire même à me guider vers une nouvelle chance en amour si je le souhaitais. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à composer le numéro d'Andrea de temps en temps.
pourtant, à chaque appel, ce qui devait être une simple conversation se transformait en échanges passionnés qui duraient des heures. Elle avait ce don incroyable de me remonter le moral, de faire naître des éclats de rire là où se tapissaient les ombres de la tristesse. Un talent que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, depuis les jours heureux avec Sonia. Malgré cela, une voix douteuse murmurait en moi, me suggérant que quelqu'un d'aussi exceptionnel qu'Andrea ne pourrait jamais s'intéresser à moi. Puis, après de longues semaines de lutte intérieure, je me suis résolue à retourner dans la ville d'Andrea pour la retrouver, pour partager à nouveau ces instants de complicité qui semblaient redonner vie à mon cœur. Après avoir averti ma cousine, j'ai pris la route avec ma petite valise, nourrissant l'espoir de passer une semaine entière à ses côtés pour être plus près d'elle. Pendant cette semaine de retrouvailles avec Andrea, j'ai été submergée par un tourbillon d'émotions. Mon cœur, autrefois meurtri et endurci par les épreuves, s'est surpris à battre à nouveau, avec une intensité que je croyais disparue. À la fin de mon séjour, le poids de mes sentiments m'a poussé à franchir le pas, à lui demander avec toute la sincérité dont j'étais capable si elle voulait bien devenir ma petite amie. Un silence épais et lourd est tombé entre nous, chargé de toute l'incertitude et de tout l'espoir que renfermait cette simple question. Et puis, dans ce silence, comme un doux murmure de l'univers, elle a fini par répondre par un oui timide. Dès lors, chaque week-end devenait une promesse de bonheur. Chaque moment partagé, un confort pour mon âme meurtrie. Parallèlement, je me suis reconstruit, retrouvant un nouveau travail, une nouvelle raison de sourire, une nouvelle raison de vivre. Quand Andrea a finalement trouvé un emploi dans notre ville, nous avons pris la décision de nous installer ensemble dans un petit logement, bâtissant ainsi les fondations d'une nouvelle vie, d'un nouveau bonheur. Bien que les cicatrices laissées par Sonia n'aient pas complètement guéri, l'amour sincère et inconditionnel d'Andrea m'a apporté un soulagement ineffable, un baume apaisant pour les blessures de mon passé tourmenté. Au bout de 3 mois passés ensemble, je sentis mon cœur gonflé d'un courage nouveau, d'une détermination inflexible. C'est ainsi que j'ai pris la décision, irrévocable et pleine de certitude, de demander Andrea en mariage. Pour moi, c'était la seule manière de tourner définitivement la page sur les chapitres douloureux de ma vie passée pour embrasser un avenir radieux, illuminé par l'amour et la complicité qui nous unissaient. Un soir, alors que j'étais de passage pour dîner chez mes parents, le téléphone s'est mis à sonner. Avec un mélange d'appréhension et de curiosité, je me suis précipitée pour décrocher, et c'est Sonia qui était au bout du fil. Sa voix, empreinte de tristesse, m'a immédiatement saisi le cœur, me poussant à lui accorder un moment pour parler. Le combiné serré dans ma main tremblante, je me suis retirée dans ma chambre d'enfance. Sonia m'a alors annoncé que notre fils, un petit garçon, venait d'avoir 3 mois. Mais avant même qu'elle puisse poursuivre, les sanglots ont étouffé ses mots, révélant toute la douleur qui pesait sur son cœur. Elle m'a avoué à quel point ma présence lui manquait, à quel point elle regrettait d'avoir pris la décision de partir, influencée par sa mère. Ces mots étaient empreints de remords et de regrets, mais surtout d'un amour toujours aussi profond pour moi qu'elle n'avait jamais réussi à effacer. Elle m'a supplié de lui accorder une seconde chance, non seulement pour nous, mais surtout pour notre enfant, pour qu'il puisse grandir auprès de son père. Les souvenirs de notre passé tumultueux ont alors jailli avec une force inattendue, et mes propres larmes ont commencé à couler, mêlant mes émotions dans un tourbillon déchirant. Avec une voix brisée par l'émotion, je lui ai annoncé que j'avais désormais une autre personne dans ma vie, que nous allions bientôt nous marier. À cette nouvelle, Sonia s'est mise à sangloter encore plus fort, un écho poignardant de notre amour passé. Après avoir séché ses larmes, Sonia m'a proposé de rencontrer notre fils, de partager un moment ensemble. Elle m'a donné rendez-vous dans un parc pour cette rencontre. Le soir venu, j'ai partagé cet échange bouleversant avec Andrea. Elle m'a alors encouragée à aller à ce rendez-vous, à rencontrer mon fils. Avec une confiance inébranlable en notre amour, elle m'a assuré qu'elle serait là, solide et résolue, patientant dans l'attente de mon retour, me donnant ainsi l'assurance que je n'avais pas à m'inquiéter pour elle. Le jour du rendez-vous, j'ai proposé à Andrea de m'accompagner, mais elle a gentiment refusé. Elle a posé sa main sur mon épaule et a dit d'une voix douce: « Sylvain, avant, tu n'avais pas pu avoir une dernière discussion avec elle. Il est temps pour toi de la rencontrer, de partager vos dernières paroles, et enfin de mettre tout ça derrière toi. » Ces mots résonnaient avec une tendresse profonde, une empathie touchante qui a apaisé quelque peu mon cœur tourmenté. Lorsque je suis arrivée dans le parc, Sonia était là, assise sur un banc, une poussette à ses côtés. Son sourire triste m'a accueillie alors que je m'approchais d'elle. Installée à ses côtés, elle a délicatement placé notre bébé dans mes bras.
Mon fils, mon propre sang, était là, si fragile et si précieux. Je ne pouvais détourner mon regard de lui. Après un moment, Sonia a repris le bébé, me signifiant que notre temps était écoulé. Son regard portait une lourdeur, une résolution difficile à cacher. Elle m'a dit d'une voix tremblante: « Tu l'as vu suffisamment, Sylvain. Et puisque tu as déjà quelqu'un dans ta vie, je ne te contacterai plus. » Mon cœur se serrait à ces paroles, à l'idée de perdre ce précieux lien avec mon fils. J'ai supplié, presque à genoux, de me laisser encore un peu de temps avec lui, mais son regard empli de détermination m'a coupé dans mon élan. Elle a murmuré, avec une tristesse palpable: « Si tu veux vraiment faire partie de sa vie, tu dois choisir, Sylvain. C'est soit moi et ton fils, soit Andrea. » C'était un moment déchirant, un dilemme insoutenable. Un silence pesant s'est abattu entre nous, alors que le regard de Sonia cherchait une réponse dans mes yeux. Dans ma tête, les questions tournoyaient sans relâche. Les souvenirs défilaient et j'étais perdue. Mais à cet instant, je sentis mon cœur parler plus fort que jamais. D'une voix tremblante d'émotion, j'ai alors partagé avec Sonia la vérité de mes sentiments. Je ne peux pas revenir vers toi, Sonia. Mon amour pour toi a évolué. Je t'aime toujours, mais différemment, juste comme la mère de mon fils. Si tu étais revenu plus tôt, peut-être aurions-nous pu sauver notre amour. Mais désormais, mon cœur ne bat que pour Andrea. Je suis vraiment désolée, Sonia. Sonia s'est levée avec une douceur empreinte de résignation, replaçant délicatement le bébé dans sa poussette. Elle m'a alors annoncé, le cœur lourd, que désormais, notre fils serait uniquement le sien et qu'elle ne demanderait pas de pension alimentaire. Ce fut notre ultime échange, la dernière fois que j'ai vu Sonia et mon fils. De retour à la maison, Andrea m'attendait, prête à me consoler. Je lui ai partagé le poids de ma peine, la tristesse de cette séparation avec mon fils. Avec des mots doux et réconfortants, elle a séché mes larmes et m'a assuré qu'elle serait là pour moi, qu'elle m'offrirait beaucoup d'enfants. Dans ses bras, j'ai trouvé un réconfort, un espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, avec Andrea, notre foyer est rempli de joie, avec nos 5 enfants. Mais il n'y a pas un seul jour où mon esprit ne se tourne pas vers le fils que j'ai eu avec Sonia. J'ai entendu dire qu'il avait fondé sa propre famille, qu'il avait 2 enfants à présent. La dernière image que j'ai de lui remonte à ce jour au parc, quand il n'était encore qu'un nourrisson de 3 mois. Je n'ai jamais cherché à le revoir, non pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que la famille de Sonia m'a interdit de m'approcher de lui. Et jamais il n'a été question de pension alimentaire. Dans le fond de mon cœur, il demeure une place vide, une étreinte manquée, un lien inachevé. Bien que le bonheur m'entoure avec ma femme Andrea et nos 5 enfants, je me demande parfois si j'ai fait le bon choix, si ma vie aurait pris une autre trajectoire, si j'avais opté pour l'autre voie.